Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, l'équipe classique, mais de qualité, Fred, Julien et Jérém. Salut. Bonsoir. Bonjour. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais la proposition ciné en ce moment n'est pas très alléchante. Alors plutôt que de parler de Blanche-Neige et de Minecraft, on a préféré profiter de la ressortie 4K de Requiem for a Dream pour ouvrir un dossier thématique sur l'addiction au cinéma. On parlera donc en premier lieu de Requiem for a Dream, et ensuite, chaque personne autour de la table parlera d'un film sur l'addiction qui l'a particulièrement marqué. Je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming et sur YouTube. Ça fait 25 ans que le grand classique de Darren Aronofsky est sorti. Le film référent sur la drogue et la dépendance est ressorti dans nos salles françaises dans une restauration 4K magnifique et en Director's Cut. Est-ce qu'on voit vraiment une différence avec la Director's Cut ? Bah oui, c'est la question que je me suis posée parce que le film dure exactement la même durée que la version ciné. Je pense que c'est juste une restauration 4K après. Ouais. Parce que ouais, j'ai vu Director's Cut partout et je me suis dit mais il y a quoi qui change ? Il y a pas de truc qui m'a sauté aux yeux mais. En tout cas, c'est le film qui a révélé Aronofsky, Jared Leto et qui a valu à Ellen Burstyn une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Il est de retour, il a traumatisé Fred. Et qu'est-ce qu'on en pense ? I always thought you were the most beautiful girl I ever seen. Ever since I first saw you. I'm gonna be on television. What is the big deal about being on television? It's a reason to get up in the morning to fit in the red dress. Remember when I told you about the store? I put together some numbers and it's not impossible. We could do it together. Sarah Goldfarb vit seule à Coney Island, mère juive, veuve et fantasque. Elle vit dans l'espoir obsessionnel d'être un jour invitée sur le plateau de son émission de télévision préférée. C'est dans cette perspective qu'elle suit un régime draconien afin d'entrer dans la robe qu'elle portera lorsque le grand soir sera venu. Son fils Harry est en proie à une dépendance à la drogue. Avec sa petite amie Marion et son copain Tyrone, ils noient leur quotidien dans des paradis artificiels. En quête d'une vie meilleure, le Quator est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce toujours un peu plus dans l'angoisse et l'autodestruction. J'arrête de parler. Quelle joie ce synopsis. Vous l'aviez déjà vu avant ou pas ? Oui, Oui. Ouais, quasiment tous, hein. beaucoup. Moi je l'ai Beaucoup vu de il y a fois. 2 mois, genre vraiment je l'ai vu en début d'année moi. Mais tu vois, c'est marrant, là, dans ton synopsis, ça commence, on a l'impression que le point de départ du film, c'est la mère. Ouais. Alors qu'en soi, moi, j'ai plus l'impression, enfin, il y a plein de personnages et tout, et il y a un équilibre assez cool. Et pour moi, c'est le fils qui est un peu le centre du film, non ? Ouais, mais en même temps si tu regardes la première scène, c'est les deux qui sont là C'est avec vrai. le Ouais. split screen. Ouais, exact. Oui, puis de toute façon, c'est un montage alterné sur ce que vit le trio de drogués, puis la mère. Mhm. C'est les deux personnages principaux, quoi, effectivement. Mhm. Mais moi, je l'avais déjà vu il y a 4 ans au Brady en compagnie de... De moi. Voilà. Ah mais vous l'aviez déjà vu au cinéma parce que moi je Ouais. l'ai jamais vu au cinéma. Ouais. La seule fois où je l'ai vu, bah c'était chez moi. Donc, Et Fred, à la fin du film, il s'est tourné vers moi et fait « Ça va, Owen, ça va ?» Moi, je... Parce que moi, en fait, j'avais un souvenir très désagréable de Requiem for a Ouais. Dream. C'est un film je pense que c'était l'un des films les plus marquants dans mon visionnage. Genre, je peux vous dire que Salaud et les 120 coups de Sodome, pour moi, c'est rien. Alors que Requiem for a Dream, c'est vraiment quelque chose. Requiem pour un massacre, c'est rien. Oui, tu te Alors que calmes. Requiem for a Dream, c'est vraiment quelque chose pour moi. Donc à l'époque, j'avais emmené Owen au Brady parce que je voulais le voir au cinéma. Et donc je m'étais retourné vers lui en mode mec, du coup, tu Bon, pleures ? On a mangé un kebab, après on était bien. Il était bon, le kebab. Mais oui, moi, ça a été longtemps un film assez dur. Pas forcément pour la drogue. En vrai, moi, c'est plutôt le personnage de la mère qui m'a fait beaucoup de peine, dans lequel je me suis un peu reconnu en tant que mère. Non, je rigole. Non, bref, de la relation entre la mère et le fils qui est assez difficile, qui est assez déchirante. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui me fait peur, en tout cas dans le cinéma. Et pourtant, en vrai, il y a que 2 scènes où ils sont tous les deux. Ouais, Genre, il y a la scène d'introduction et il y a le moment où Jared Leto passe voir sa mère. ouais, mais mais sinon, justement, Tu les vois jamais ensemble. mais en soi, c'est ça qui est déchirant. Mm. C'est de voir que la mère, elle, elle vit toute seule, elle a été abandonnée par son fils, Mm. et qu'elle vit dans une sorte tu parlais de paradis artificiel, elle aussi, et son paradis artificiel, c'est la télévision, donc... Ouais, mais c'est moins la télévision que les enfêtes. ouais. Parce que finalement, c'est ça dont elle est la proie, c'est le fait de vouloir maigrir, donc elle prend des coupes-fins, Mm. et comme au système américain à l'époque, en fait, on te filait des enfêtes, bah, Normal, et ouais. qu'elle double la dose par rapport à son ordonnance, bah, Non, mais c'est aussi lié à une vision qu'elle a d'elle-même. Elle a l'impression que revivre son passé, c'est simplement possible à travers la télévision, derrière un écran, quoi. Le côté de regarde, je passe à la télé, tu vois. Donc c'est. C'est le grand besoin de reconnaissance qu'elle souhaite, parce que c'est ce qu'elle dit à Jared Leto, c'est qu'elle devient enfin quelqu'un. Et tu le vois avec toutes ces grands-mères en fait qui sont leur journée, c'est seulement être sur le transat et prendre le soleil.
Et c'est ça sa seule vie sociale finalement. Moi, c'est le coup de je suis au milieu, t'as vu ma place par rapport Mais c'est à ça. toutes les filles. Genre, plus t'es pas dans le centre, plus t'es exclu. Genre, Mais tu vois à quel point tu vois l'aliénation de la chose. et toi Moi, en fait, pour l'avoir vu au cinéma, du coup, pour la première fois, quelle claque je me suis pris dans la gueule. Franchement, je pense qu'il y a une grosse différence entre le voir chez soi et le voir au cinéma. Et là, je t'avoue que j'ai réélevé ma note au niveau de ce film et mon appréciation de ce film, bien que je l'avais pas désapprécié au premier visionnage, mais là, je pense que là, il est un peu gravé au fer rouge dans ma mémoire, là, le film, et je pense qu'il atteint, il atteint vraiment un sommet que Aronofsky n'a pas su réinstaurer, même peut-être avec Black Swan, mais c'est tout, quoi. Mais c'est exact comme tu dis là, au fer rouge. C'est un film qui est tellement excessif dans tout, dans le montage, dans la musique, dans les transitions, que c'est vraiment un film qui veut te casser la gueule en fait. Et c'est bien, ouais, dans le seul film d'Aronofsky avec peut-être Black Swan où je trouve que ça fonctionne, cette attitude de l'excès. Mother, ça marchait pas? J'ai pas vu. En fait, tous On les en a films déjà parlé, pour moi, tous les films d'Aronofsky sont dans l'excès, mais d'une manière différente. Je trouve que Requiem for a Dream, c'est très visible au montage en fait. C'est des cuts qui sont vraiment, mais qui sont tellement excessifs, alors que Mother, bah ça tombe dans l'excès aussi, mais c'est différent. The Wrestler, il fait un peu l'effet inverse justement. Il est dans une façon de filmer beaucoup plus réaliste. En fait, l'excès il vient que de la pratique du catch en elle-même qui est excessive, mais sinon il prend un cadre beaucoup plus réaliste. Le Requiem for a Dream, c'est du montage très fort, c'est très épileptique, c'est très publicitaire. Et ça marche aussi avec le fait que ça te parle de l'addiction de la télévision aussi. Et du coup, ça fonctionne très bien parce que le montage sert le propos du film. Ouais. Moi, je reviens du coup à Mother. L'excès du coup dans Mother, personne l'a vu ici. Mais si, mais on en a parlé déjà dans DCP, c'était l'épisode où il fallait revoir les films qu'on aimait pas trop. Bah là, en soi, l'excès vient juste dans un espace, un huis clos, qui peu à peu est occupé de plus en plus par des individus. C'est ça en soi, Mother. Oui, mais après, moi c'était plutôt l'excès de métaphores et de thèmes qui veut imbriquer. Là, au moins, il se contente d'un thème, enfin, en global, qui est l'addiction. Et je trouve que ça fonctionne vachement mieux. Après, on en a fait beaucoup sur le montage de ce film, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et en gros, les séquences, plus t'avances, plus elles sont courtes, je trouve. T'as cet aspect de... comme à la fin de Mother, où j'ai l'impression qu'il me prend par le col et il veut pas me lâcher. Sauf que dans Requiem for a Dream, ça fonctionne, parce que vraiment, c'est des claques dans la gueule permanentes. Mais dans Mother, je suis en mode, lâche-moi. Mais en vrai, moi, pendant tout le film, je me disais, mais... Il a pas été nommé aux Oscars pour le montage, ce film. Ah, pourtant, il mériterait, hein, parce que vraiment... Je sais que j'ai vu les seules nominations. C'est Ellen Burstyn. Oui, il y avait ça, et surtout aussi, il était en compétition à Cannes, juste hors compétition à Cannes. Ça, j'avais vu. Sinon, non, pas grand-chose. Le film n'a pas non plus... Mais c'est vrai que c'est un film qui a 25 ans, donc nous, on n'y était pas quand il est sorti. Mais du coup, je suis curieux un peu de connaître le retentissement du film à son moment, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui parle beaucoup à notre génération. En tout cas, je connais beaucoup de gens de notre âge qui se sentent très concernés par Requiem for a Dream, mais ouais, la génération genre qui est née dans les années 80, genre celle de Jared Leto, genre j'ai jamais eu trop de retours sur leur perception. Ça, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'en vrai, le film, c'est une adaptation d'un livre. Qui est sorti dans les années 70. 78 exactement. Et justement, le film a été coécrit avec l'auteur, qui s'appelle Hubert Selby. Donc il y a quand même un truc, non, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Ouais, mais tu vois, genre à cette génération-là, quand tu demandes un film choc qui les a pris par le col, il y a eu Fight Club. Mais pour moi, genre Requiem for a Dream, c'est à peu près du même calibre. C'est même encore plus révélateur de la génération, tout ça, de l'aliénation à la dépendance. Alors Fight Club, ça développe des trucs un peu différents, mais genre c'est à peu près le même public, la même génération. Je pense que l'effet clipesque du montage, ça fonctionne mieux sur notre génération à nous. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient pas plus l'habitude des montages un peu plus tradis, on va dire, entre guillemets. Alors que nous, on a une esthétique clipesque qui nous parle vachement, avec beaucoup de cuts, etc. etc. Peut-être que ça nous touche plus maintenant, vu qu'on est habitué à avoir beaucoup d'images avec beaucoup plus de cuts, etc. Donc il y a peut-être ça qui joue. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la compassion que tu ressens pour les personnages. Et souvent, on a beaucoup dit d'Aronofsky que c'était un film ultra conservateur, très anti-drogue, très la drogue c'est mal, regardez ce qui va vous arriver, alors que je trouve que c'est totalement l'inverse. À aucun moment, tu as ce côté... T'as un jugement de la part d'Aronofsky dans la manière de filmer les personnages. Au contraire, genre toute la première partie, tu prends c'est printemps ou été. La première partie, c'est l'été, ouais. C'est été. Là, tu prends été, t'as toute la relation amoureuse entre Harry et Marianne, genre qui est très belle, genre surtout avec les images en bord de plage. T'as aussi le côté très joyeux de Sarah qui se dit qu'il va passer à la télé. T'as tout qui va plus ou moins pour le mieux, et c'est justement au fur et à mesure du film que ça part dans une dégringolade totale. Et si tu te rends compte que, surtout que si ça en arrive là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent à leur rôle. Par exemple, je pense à l'infirmier qui s'occupe de Harry.
au lieu de le soigner, il appelle la police. Et c'est ce qui provoque aussi ça. Et c'est pareil pour le médecin qui s'occupe de Sarah. Au lieu d'arrêter le traitement, il fait rien du tout. En fait, il continue à lui prescrire. Donc personne, en fait... Il la regarde jamais, en vrai. C'est ça, en fait. Et à ce moment-là, tu te rends compte que les personnages secondaires qui devraient intervenir pour venir en aide aux personnages ne le font jamais. Mais c'est marrant que tu dises ça. Moi, peut-être parce que j'ai vu beaucoup de fois le film, mais j'ai l'impression que dès le début, c'est pas effectivement l'image, elle peut te donner l'impression qu'il y a quelque chose d'heureux, quelque chose de paisible. Mais moi, dès que j'écoute la musique qui se répète inlassablement, la même musique, mais je sais que dès le début que ça va mal se terminer, tu vois, non? D'ailleurs, le film peut se targuer d'avoir une des meilleures BO de tous les temps, je trouve. Mais, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué en tout cas dans la musique, c'est que t'as pas beaucoup de musique et elle se répète souvent. Et moi, dès le début, je suis dans une sorte de merde, quoi. Bah, tu sais que ça va mal finir avec ça, mais justement, ça revient avec ce titre, Requiem for a Dream. C'est ça, c'est la mort d'un rêve qui s'effile au début du film, même si tu sens que ça va mal aller, parce que c'était déjà avec le long plan séquence qui suit Jared Leto, le fait qu'il vole la télé de sa mère. Tu sais que ça va mal aller, mais pourtant, t'as une sorte d'espoir où tu dis ils vont peut-être réussir à sortir de tout ça. Oui, le rêve, c'est le rêve américain. Hein. Le rêve américain de s'en sortir en vendant de la drogue pour Harry et Tyrone. Le fait de passer à la télé, peut-être que ça va lui offrir quelque chose à Sarah. Enfin, ouvrir son magasin pour Marion. En fait, c'est que des gens qui rêvent qui ont un rêve américain, qui veulent percer par la sueur de leur front. Et au final, non, tout ça est un peu balayé par la drogue, la drogue, oui. Ouais, la drogue. C'est assez marrant de voir du coup Marlon Wayans dans ce film parce qu'en 2000, c'est quoi, le gars sort donc et dans le film, Scary Movie, ouais. dans Scary Movie où il joue vraiment un défonce-man, et là dans Requiem for a Dream où il joue un Défonce-man. C'est drôle de voir les deux tons, vraiment d'un côté un mec vraiment totalement débile et d'un autre un gars qui permet à Aronofsky quand même de parler de plein d'autres trucs aussi, de la ségrégation, du racisme. Tyrone, c'est peut-être le personnage le plus raisonné du film, j'ai envie de dire, donc pas tout le temps. Pas tout le temps, mais au début si quand même, je trouve. Quand il arrive devant Jared Leto en mode j'ai la drogue, on la consomme pour être sûr que c'est de la bonne, en mode... Oui, bon, à part ça, mais autrement, même à la fin, tu vois, il est en mode putain ton bras. Oui. Moi, à chaque fois que je vois la fin du film, genre, autant il y a des trajectoires où je me dis que ça peut aller mieux. Genre, la trajectoire de Jared Leto, je me dis, il peut pas descendre plus bas, donc il peut que remonter la pente. Mais autant, genre, celui de Marion. Marianne. Ouais. Genre, à chaque fois, moi, ça me... Enfin, c'est la deuxième fois que je le vois, ça me détruit, quoi. Moi, ce qui me marque surtout, c'est son regard quand elle arrive dans le canapé, c'est son sourire. Genre un peu le même sourire que tu peux avoir dans Pearl, en fait, c'est ce long sourire qui en fait exprime tout sauf de la joie, en fait, c'est le désespoir total. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'Owen m'a regardé à ce moment-là. Je l'avais expliqué qu'à Owen, il y avait un plan dans Requiem for a Dream qui me faisait vraiment du mal. Oui. C'est les deux amis qui vont voir la mère à l'hôpital et cut, et d'un coup tu les retrouves dehors en train de chialer, genre sur le banc du bus. Sur le banc du bus ou de l'hôpital, non? Non, juste elles attendent le bus. Et ce plan est vraiment dur, tu vois. Et je trouve que la mère, en tout cas, à comment elle finit, je pense que là, il n'y a plus aucune chance. Enfin, il n'y a plus aucune chance, il n'y a plus rien. Ouais. Avec les électrodes, non. Puis je parlais des anxiolytiques et des antidépresseurs à un collègue tout à l'heure, et ça donne peu d'espoir, ce qu'il m'a dit. Ah, bon. Non, mais je trouve qu'Ellen Burstyn a fait une putain de performance. C'est peut-être la performance de sa carrière avec Les Exorcistes, non, peut-être. En vrai, moi je suis surpris qu'elle ait pas eu l'Oscar. J'ai regardé, c'est Julia Roberts qui l'avait eu pour Erin Brockovich. Après, elle a déjà eu pour second rôle, Burstyn. Ah oui. Alice n'est plus ici de Scorsese. Oh. Si je dis pas de bêtises. Scorsese a été évoqué. Il y a eu le de Julien aussi. Si vous faites un bingo DCP. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter au cas où sur Requiem? Moi j'ai pas plus de choses à dire. Je trouve ça juste génial. La gestion du temps en fait en général, parce qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec le temps, que ce soit au niveau du montage, comment c'est cut, comme on l'a déjà évoqué, mais aussi certains plans où tu vois qu'il n'y a pas la même temporalité entre guillemets, où les personnages sont pas à la même vitesse, etc. Oui. Au moment où Sarah elle commence vraiment à péter son crâne à cause de... C'est surtout le cycle final. Le cycle final, parce que tu te doutes bien que Marianne, elle est en train de passer une soirée, alors que Jared Leto et Marlon Wayans sont en train de passer un road trip, et pendant que la Sarah, mère... on sait pas vraiment... On sait pas combien de temps ça dure, son calvaire. Ça doit durer des semaines. Et c'est fou de se dire que tout ça, c'est mêlé en une grande séquence qui marche, en fait, qui marche, et qui est en hiver, du coup. Et ce plan où elle marche dans la neige avant d'arriver au studio, je sais pas comment il a fait. J'étais en mode, waouh, comment t'as fait ça? Elle marche dans la neige. Où elle marche avant d'arriver au studio de télé, ou avant qu'elle se fasse interner, justement. Ouais.
il y a un plan où elle marche dans la neige. Oui, c'est flou en arrière-plan et tout. Ouais, et en fait, tu vois que c'est des gens qui passent et je sais pas comment il a filmé ça. Ah, mais les délires de fisheye, de ralenti, fisheye de- aussi, d'ailleurs, de Snorricam. Pareil, voilà. quand t'as Marianne qui sort, pas de la soirée De de son fin, psy, mais juste de avant l'ascenseur. de son rendez-vous avec le psy, quand elle arrive dans l'ascenseur, t'as la musique qui se lance et la caméra qui tremble et qui lui colle au visage. Moi, j'adore cet effet où t'as l'impression que la caméra, elle est C'est le portée par Snorricam. l'acteur. Ouais. Et à chaque fois qu'il tourne la tête, genre c'est comme si la caméra se tournait autour de lui. Mais moi, c'est vraiment ce film qui m'a donné envie de faire des Snorricam. Donc dès que je faisais des courts-métrages, j'étais en mode les gars, vous avez vu Requiem for a Dream? Venez, on fait un Snorricam. Puis, C'est vraiment le- facile. Le plan de Perfect Blue, il a littéralement acheté les droits de Perfect Blue pour faire Mm. ce plan, le plan dans la baignoire. Ouais, Voilà. ouais, exactement. Bah, il est hyper fan de Satoshi Kon. Bah, du coup, ça m'a rappelé le fait que Christopher Nolan, bah, lui, il a jamais assumé, lui. J'ai pas vu Paprika. Bah, C'est la scène, clairement. les scènes de couloir dans Inception, c'est Paprika totalement. C'est clairement Paprika. Sauf que Nolan, il a été plusieurs fois interrogé dessus, il a toujours nié. Est-ce que t'as fait des chiffres toi au cas où? Oui, Oh. j'ai été les chercher. Et bah figurez-vous, alors le budget, vous l'estimez à combien? Ça va pas être énorme, je Pour dirais l'époque. 2 ou 3 millions. Oh, non, non, un peu plus que ça. Un peu plus. Ok. 12 millions? Non, un peu moins. Moi, je dirais 7 ou 8. 4,5. Oh Bien joué, toi. C'était le plus proche, donc en effet, il a pas coûté bien cher. Bon, après, tu sens que voilà, c'est de la pellicule certes, mais il n'y a pas beaucoup de décors, de trucs comme ça, je trouve. Enfin, il y a beaucoup d'effets, mais Puis Jared Leto et Jennifer Connelly. Connelly, ils ouais. sont pas au plus haut de leur carrière à ce moment-là aussi, donc ils doivent pas avoir des cachets. Ouais, mais Burstyn, quand même, c'est une grosse tête d'affiche, Burstyn. Ouais, mais elle revenait, elle était un peu oubliée, Burstyn. C'est un peu ce film qui a mis oui. une dernière Ouais. pièce à son édifice. Ok. Et donc à l'époque, est-ce que ça avait fait un four ou pas? Bah un peu, parce qu'au box-office US, il avait engrangé seulement 3,6 millions, et au box-office mondial, environ 7,3. Donc c'est vraiment après, je pense que le film est rentré dans la postérité. Et pour vous dire qu'en France, il a fait également 228 410 entrées à l'époque. Voilà. Bon, en vrai, c'est impressionnant, c'est quand même que un deuxième film, hein. Bah, Un deuxième long métrage. Ouais. Mais il en a pas fait tant que ça en fait, Aronofsky. Hein. Il en a fait. 8, Attends. si je dis pas de conneries. Pi, Requiem for a Dream, Fountain, Whistler, Black Swan, Noé, Noé, Mother. Mother, Mother et The The Whale. Whale. Et il y en a un Et il y en a nouveau un qui qui va arriver arrive. cette année, Coth Ceiling. Wow. Oui, et il a fait un petit documentaire de 55 minutes aussi qui s'appelle Postcard from Earth qui est sorti il y a 2 ans. Une exploration immersive et innovante de la planète Terre à travers les yeux de 2 êtres humains. Waouh, ça donne envie. J'aime bien, à travers les yeux de 2 êtres humains. Bah, genre, le même regard que depuis toujours, nous. Est-ce qu'on en a fini avec Requiem for a Dream? Bah oui, on a fait les chiffres, donc oui. Ok, donc maintenant on va passer à nos films sur l'addiction. Et c'est chouette parce qu'il y a des addictions diverses et variées, sachant que Jérém et Julien, vous parlez tous les deux de la même addiction, Et oui. mais traitée de la manière différente. Moi je propose pour une fois que je commence. Allez, commence. Allez. Parce que c'est une comédie, c'est rigolo, c'est fun. Je l'ai montré à Jérém il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est Le Pari des Inconnus, Ah bah oui. de Didier Bourdon et Didier Bourdon et Bernard Campan. Pascal Légitimus n'est pas dans le film. Ça vole pas très haut. C'est pas un excellent film, mais en vrai, quand tu creuses, c'est quand même un bon film. C'est juste en fait Didier Bourdon qui est un mec de droite, qui est patron d'une pharmacie, qui vit à Neuilly-sur-Seine, et son beau-frère, par son épouse, qui est un prof dans les banlieues, donc qui est de gauche. Les deux se détestent mais se retrouvent quand même aux réunions de famille. Ils se font le pari d'arrêter de fumer pendant 15 jours. Et en fait, ce pari de 15 jours va s'étendre à pour toujours. Et les deux vont au début genre se soutenir dans l'adversité, c'est-à-dire que haha, moi je tiens plus que toi. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte que qu'ils soient de gauche ou de droite, en fait, leur environnement baigne autour de la clope. C'est plus trop le cas aujourd'hui, hein, mais dans les années 90, j'imagine que la clope c'était vraiment genre omniprésent. Et en fait, tout les ramène à la clope jusqu'à ce que leur couple se sépare. Chacun, genre leur femme les quitte parce qu'ils ont pété un câble au fait de ne pas fumer. Et il y a ce moment très tendre où il y a sa fille, la fille de Didier Bourdon, qui vient de vous chercher et qui lui met une clope dans une boîte aux lettres. Et il y a une lettre et elle dit papa, fume et reviens s'il te plaît. Oh. Donc en fait, genre, c'est drôle, il y a vraiment des blagues très drôles, mais en même temps, genre, plus t'avances dans le film, plus c'est un film de descente aux enfers parce que les mecs genre se coupent du reste du monde juste parce qu'ils arrêtent de fumer. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, donc faut le replacer un peu dans son époque parce que maintenant on fume plus du tout. Mais voilà, il y a des blagues plutôt très fun. Il y a Il est très mémable aussi le film. Il y a le Ouais. bien, pas pas bien. bien. Il y a le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et ouais, il y a un côté un peu révolutionnaire. Genre, ils ont un peu Didier Bourdon et Bernard Campan, c'est un peu des révolutionnaires dans le film. Parce que les mecs, genre, s'opposent à la société. Parce que tout le monde fume, et eux, c'est les seuls. Et même quand ils rejoignent un groupe d'anti-fumeurs, ça fait vraiment presque secte de révolutionnaires. Ou quand quelqu'un dit, avoue qu'il a fumé, genre, les gens font ouh, suivez-moi. Ouh. Voilà.
Et ils ont leur slogan, le tabac c'est tabou, on en reviendra tous à bout. Donc ça vient de là, ça vient de ce film, ce Oui. fameux slogan. Ça vient de ce film, et voilà, c'est fun, c'est pas la comédie du siècle, c'est même pas, je pense, la meilleure comédie des inconnus, mais c'est un truc assez honnête, assez solide, et tu quittes le film en mode, bah c'était cool. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'était qu'ils deviennent obèses. Ouais, il y a ça Oui, aussi. à la fin. Oui. Quand ils vont dans une cure pour... Spoil. Spoil oui et non. Il y a un spoil un peu plus important qui survient après quand même sur leur rapport à la clope et à la famille. Ah. Tu l'as oublié. Oui. Mais franchement, le film est cool, et quand tu quittes le film, bah voilà, encore une fois, c'est bien. Pas plus à dire sur le pari. J'avais noté après Jérémy, qui va nous parler d'un film, il m'en parle depuis Je vous tanne. 3 ans. C'est vrai que, tanne. ouais, Surtout Owen. Non, pas 3 ans, abuse pas. plus. Parce que je l'ai vu la première fois il y a 2 ans, donc c'est pas possible. 2 ans. Je te- Ressenti 3. Donc oui, je vous tanne surtout Owen avec Nymphomaniac en Director's Cut de Lars von Trier. Et j'allais pas louper cette occasion de vous en parler plus en détail et vous dire à quel point c'est génial et que je considère ce film comme un de mes préférés maintenant. C'est 5h30 certes, mais c'est exceptionnellement unique. Donc Nymphomaniac, ça explore l'addiction au sexe à travers le personnage de Jo, joué dans la version jeune par Stacey Martin et dans la version âgée par Charlotte Gainsbourg. Une femme se considérant donc comme nymphomane, elle s'auto-diagnostique nymphomane. Donc le film est scindé en 2 volumes, le premier de 2h30 et le second de près de 3h, répartis en 8 chapitres qui parcourent la vie de Jo de sa petite enfance jusqu'au moment où on la découvre dans le film, quand elle est recueillie par Seligman, interprétée par Stellan Skarsgård. La structure permet donc de voir les différentes phases de sa nymphomanie, de son addiction sexuelle, tout en permettant selon moi un rythme parfait qui permet de se dire allez, on attaque une nouvelle partie, on va en apprendre plus et toujours plus sur ce personnage. Et c'est une des explorations de personnages les plus complètes qui m'a été donné de voir au cinéma. Et donc on retrace les événements marquants de sa vie qui ont contribué à façonner son comportement. Et en parlant de ce personnage de Jo, donc, qui est représenté non pas comme une femme dictée par ses pulsions, mais par une recherche de satisfaction constante de son plaisir, mais qui restera toujours inassouvie. On voit qu'elle va de plus en plus loin dans les recherches qui vont l'amener au fil du film à passer par diverses pratiques sexuelles qui ne la comblent jamais, mais qui pourtant, dans le discours qu'elle tient, semblent autodestructeurs. Et donc elle va en effet chercher toujours plus de partenaires, plus de risques, plus de violence, ce qui va l'amener à faire des pratiques BDSM extrêmes, et tout nous est montré. Alors non pas forcément pour choquer, hein, même si le film reste un bon moyen de savoir ce que vous êtes prêt à accepter de voir sur un écran, parce que vraiment je pense qu'il est difficile de pas détourner le regard devant ce film. Bien que moi je considère que c'est difficile pour moi de détourner le regard d'un film, ce film a réussi à le faire. T'avais vu Martyr? Oui, j'ai vu Martyr. T'as détourné le regard devant Martyr? Je crois pas. T'es dégueulasse. Mais devant Nymphomaniac, oui, je dirais pas sur quelle scène, parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler une des scènes. Mais oui, ce film m'a fait détourner le regard. Donc oui, je parlais des scènes de BDSM extrêmes qui sont impressionnantes et éprouvantes à regarder. Lars von Trier a une mise en scène super clinique, donc du coup il te montre tout avec une froideur assez glaçante. Et t'es en mode ouais, je regarde ça de but en blanc, il n'y a pas d'effet de mise en scène, il n'y a rien, tu vois ça, c'est brut. Mais on voit du coup à travers ces scènes qu'elle est prête à avoir de la douleur physique pour assouvir cette soif de plaisir constant. Donc c'est vraiment ça, elle va loin, on comprend avec ça qu'elle va loin. Je parlais plutôt également du personnage de Seligman, c'est un peu ce personnage, grâce à ce personnage que le film fonctionne selon moi, car il permet un dialogue fourni, cultivé et qui confronte Jo dans ses questionnements, notamment celle qui taraude une bonne partie du film, une réflexion qu'il a taraude pendant une bonne partie du film. Je suis une mauvaise personne. Et Seligman, il va essayer de lui faire comprendre que non, ce n'est pas une mauvaise personne, etc., etc. Et même dans ses manières d'être, Seligman est l'opposé de Jo, car il se considère comme asexuel. Donc c'est pour ça que je trouve que la discussion entre les deux, elle est vraiment très fournie en termes de réflexion philosophique, etc., etc. Et vraiment, ça fait un peu philosophe, entre guillemets, le film, mais je trouve que les dialogues se répondent tellement bien que tu t'en ressors cultivé de ce film, littéralement, vraiment. Il m'est compliqué, tant j'aime le film, de dire, même si ça me semble complètement futile, quel chapitre je préfère, mais je suis obligé de mentionner le chapitre 3 qui s'appelle Madame H, car cette scène-là, elle vaut le coup juste pour la performance de Matterman, qui est déchirante, et elle te fait un cri. Il te hante jusqu'à la fin de ta vie, celui-là. Il est à peu près au même niveau que celui de Demi Moore quand elle se rend compte dans The Substance. C'est marrant, c'est le premier qui m'est venu. Et ouais, mais alors pour moi, celui-là, Uma Thurman, elle est au même niveau. Ce qui me permet d'évoquer vite fait le casting, qui est impressionnant, et tous les acteurs sont à fond dedans. Donc il y a Shia LaBeouf, Christian Slater, qui joue le père de Jo, il y a Jamie Bell, Willem Dafoe, Connie Nielsen, et même Mia Goth dans un de ses tout premiers rôles. Donc vraiment, super casting également. Mais bon, il y a tellement de séquences qui m'ont marqué que je pourrais déblatérer pendant encore facile 15-30
30 minutes de ce film, tellement je le trouve complet et qu'à un moment donné, il faut que je laisse la parole. Mais pour conclure, et en tâchant de spoiler au minimum, il faut quand même que j'évoque la fin du film qui, pour moi, montre deux choses. À quel point le film est féministe et à quel point Lars von Trier te dit: t'auras beau tout faire pour te débarrasser de des addictions, elles reviendront toujours et sont profondément ancrées en toi. Et ça parachève une œuvre jusqu'au boutiste et nihiliste, comme peut le faire qu'un auteur comme Lars von Trier. Totalement d'accord. C'est marrant que tu dises ça parce que je viens de réaliser qu'en gros, il y a beaucoup de ces films qui sont conçus sur la base de deux personnages opposés qui discutent, qui philosophent sur la vie et on essaye de trouver un peu une certaine vérité entre ces deux personnages. Je pense à The House That Jack Built, oui. Où t'as du coup le tueur en série qui communique avec comment il s'appelle déjà, Dante. Je sais plus, mais oui, je vois de quel personnage voilà, tu tu parles. vois. Comment Il y a Mélancolia entre Justine. Voilà. Entre Gainsbourg et ouais. Kirsten Dunst, Voilà. techniquement, tu vois. Donc il y a toujours ça, toujours un dialogue entre deux personnages opposés. Et c'est peut-être parce qu'ils font partie de la même trilogie, ces trois films, je crois. Hein. D'accord. Je crois qu'il avait conçu la trilogie Mélancolia. Et Antéchrist, non, c'est Antéchrist. En non, soi, c'était ouais. Antéchrist, non. Antéchrist Je crois que c'est aussi, ça, c'était hein. Antéchrist. Mélancolia et Nymphomaniac. Je crois qu'ils font partie du même trilogie qu'ils voulaient. Ok. Bah effectivement, Antichrist aussi. Charlotte Gainsbourg qui est un peu la patiente, aussi la femme de Willem Dafoe qui essaye de la soigner. J'ai vu que Mélancolia et House That Built. Antéchrist et Nymphomaniac, faut que tu les regardes. Ouais, mais tu les as en Blu-ray, mais en fait Nymphomaniac, je sais qu'un jour il faudra que je me le mate, mais je me le materai un dimanche après-midi où t'es pas là. Parce que je vais pas mater ça avec toi, mec. Oui, je comprends, mais moi aussi, quand je l'ai maté, j'ai toujours maté seul. Et pourquoi pas Tu l'as vu au cinéma, t'étais pas tout seul. Alors, oui, mais je l'ai vu tout seul. Enfin, j'y suis allé tout seul, tu vois. Certes, il y avait d'autres personnes, mais. Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y a un vieux monsieur bizarre dans un coin au fond de la salle? Je crois pas. En même temps, j'ai pas fait gaffe. J'étais tellement happé par le film que je m'en suis pas rendu compte. Hein. Ok. Je propose qu'on reste dans la nymphomanie, et c'est un bon film sur la nymphomanie aussi. Je dirais pas de la nymphomanie, je dirais de l'addiction au sexe plutôt. D'accord. Voilà. Et vas-y, c'est ton film. Shame de Steve McQueen. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Non. Oui, je l'ai vu moi. D'accord. Et Steve McQueen, c'est celui qui a fait Hunger, c'est celui qui a fait 12 Years a Slave aussi. Et je sais plus ce qu'il a fait récemment, mais voilà pour replacer un peu qui est le bonhomme. Et donc Shame avec Michael Fassbender et Carey Mulligan dans les rôles principaux. Donc Shame, ça aborde des thématiques similaires à ce que vient de dire Jérém avec Nymphomaniac de Trier. En gros, ça s'ouvre avec le plan d'un homme sous une couverture. Donc on reconnaît très vite Michael Fassbender. Il est nu sous la couverture, mais on va voir son visage et pourtant il a un visage très inexpressif, comme vidé d'émotion. Juste après, on va entendre le bruit d'une horloge. Il se rend compte qu'il est en retard pour aller au travail, il arrive dans le métro et au fur et à mesure d'un montage alterné, on va comprendre qu'il avait passé la nuit juste avant avec une prostituée. Et en fait, au fur et à mesure, on va voir le quotidien de Brandon, du coup, on se rend compte que le sexe occupe tout son quotidien. Donc que ce soit même au travail, que ce soit directement quand il revient chez lui, il passe sa soirée à regarder des films pornographiques sur son PC. Et je parlais de cette première scène d'intro où on voyait le visage de Fassbender. Pourquoi je parle directement de cette scène d'intro? Parce que pour moi elle annonce en fait tout ce qu'est le film, c'est-à-dire que Fassbender ne semble jamais avoir de la joie. C'est-à-dire qu'en fait, il va dans cette pratique pour ressentir quelque chose, mais il semble vidé vraiment de toute émotion. Et ce que va faire en fait Steve McQueen le long du film, c'est souvent filmer Fassbender dans des grands moments de solitude où les seules émotions qu'il a, c'est soit une sorte d'inexpression, soit c'est de la souffrance dans son regard. En fait, comme le pouvait l'exposer Jérém, en fait, on se rend compte que ça l'auto-détruit cette addiction. Et ce qui va mettre un peu la dramaturgie, la tension dans le film, c'est l'arrivée en ville de sa sœur, donc incarnée par Carey Mulligan, qui elle-même est très instable psychologiquement. Et on va comprendre, c'est jamais dit, mais qu'en fait il y a eu un traumatisme qui implique les deux dans leur enfance. Ce sera jamais dit, c'est évoqué, qui explique pourquoi ils ont des comportements à risque. Voilà, c'est ce qui est Shame et je le trouve assez prenant dans ce qu'il montre. T'as des scènes souvent très marquantes, il y a des scènes assez connues. Une des scènes les plus connues, c'est une des scènes dans le final, c'est quand tu vois Fassbender marcher seul près d'un port, je crois, et tu le vois en fait s'effondrer plus ou moins sur le sol. Et en fait, tu vois que sa pratique... ces pratiques sexuelles en fait l'empêchent de bâtir du lien, que ce soit avec sa sœur en fait où ils sont toujours en conflit avec elle, et même ça l'empêche de bâtir une vraie relation amoureuse. Dans le film il va rencontrer quelqu'un qui est sa collègue et en fait il est dans le refus d'une relation amoureuse. Et t'as une scène assez marquante, c'est quand il s'apprête justement à passer à l'acte, la douceur en fait qu'elle lui propose, ça le met dans le rejet en fait, qui voit le prisme du sexe que dans une certaine forme de violence ou de quelque chose d'assez fort. T'as notamment une autre scène où juste après ça te fait casser la figure dans un bar parce qu'il a dragué la copine d'un des mecs présents. Donc c'est à dire qu'il a le visage en sang, son premier réflexe ça va être d'aller dans une backroom, d'avoir une relation orale homosexuelle, et ensuite il va aller payer 2 prostituées pour avoir une relation à 3.
Et en fait, tu vois justement la souffrance et la sorte de boucle dans lequel se pose le personnage. Et le grand final du film, ça, en fait, c'est la réinterprétation de la première grande scène que proposait le film, c'est-à-dire une scène dans le métro, où c'est aussi une scène très connue, où dans le métro, il y a une sorte de bataille de regard, enfin, de jeu de regard avec une autre femme, et sur un mode de proie et chasseur. Et ça, vraiment, ça se finit dans l'idée, dans une fin très ouverte, on voit que Brandon essaye de changer sa vie, de se reconstruire, mais qu'il peut pas échapper à ses démons aussi facilement. Donc c'est un film assez marquant que je conseille. Voilà. Et de toute façon, Steve McQueen, pour ceux qui ont vu 12 Years a Slave, c'était aussi assez marquant d'un point de vue aussi graphique. Je repense à la scène des coups de fouet, mais même si on prend Hunger, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas encore vu. Ouais, on avait étudié ce fameux plan séquence. Le fameux gros plan séquence d'Hunger, mais même en termes de ce que tu peux voir graphiquement, tu as toute la séquence d'intro d'Hunger, c'est les prisonniers du coup irlandais qui badigeonnent en fait leurs cellules de leur excrément pour en fait se faire évacuer des cellules. Donc c'est un film très crasseux en fait. Rien à rajouter sur Shame. Non, rien à rajouter, juste la performance de Fassbender est très folle. Et voilà, c'est pas le plus grand film de l'histoire, mais je trouve que c'est un film assez marquant et c'est peut-être pas aussi choquant que peut être un Requiem for a Dream, mais je trouve que c'est un film qui marque quand on ressort. Parce que j'en vois quand même beaucoup clamer que c'est un chef-d'œuvre, tu vois, Shame. Enfin, j'en ai vu clamer que c'était un chef-d'œuvre. Moi, j'irais peut-être pas jusqu'à là, mais pour moi, c'est un très bon film. D'accord. Et on va terminer avec Fred. Bonjour. Salut. Moi, je vous parlais de Drugstore Cowboy de Gus Van Sant. C'est son deuxième long métrage après Malanoche. Je connaissais pas du tout. Je crois que c'est un film qui est passé un peu inaperçu, son premier film. Et c'est vraiment à partir de Drugstore Cowboy que Gus Van Sant va un peu commencer à faire son nom dans le cinéma américain, surtout indépendant. Après, maintenant, vous connaissez un peu Gus Van Sant, c'est qu'il a plusieurs casquettes. C'est à la fois de l'indépendant avec donc Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho. C'est surtout un réalisateur très expérimental avec Elephant, avec Last Days, et aussi très commercial grand public avec par exemple Good Will Hunting ou Milk. Là, je choisis Drugstore Cowboy parce que ça m'avait pas mal attiré. J'ai vu qu'il y avait Matt Dillon dans le rôle principal. Du coup, le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes adultes, adolescents, plutôt jeunes adultes, dans les années 70. Donc avec le leader qui est joué par Matt Dillon, qui s'appelle Bob dans le film. Et en gros, ça vous raconte l'histoire de 4 copains qui parcourent un peu tout l'Oregon en cambriolant des drugstores, des pharmacies, des petites épiceries, et qui se droguent aux médicaments. Voilà, on part un peu de ce postulat-là. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'à l'inverse de Requiem for a Dream ou bien de Nymphomaniac ou bien de Shame, c'est que c'est un film qui commence d'une manière très légère. On se moque un peu de... c'est pas vraiment des junkies en fait, les personnages qu'on voit. T'as pas l'impression de voir qu'ils sont dans la misère ou qu'ils sont vraiment en totale dépression, quoi. T'as plus l'impression de voir de jeunes adultes assez BG même. Matt Dillon est très beau dedans. C'était un sex symbole en fait, Matt Dillon, je savais pas du tout. C'était connu comme étant le sex symbole des années 90. Oui, beau gosse, mais bon, à l'époque, il y avait Keanu Reeves, quoi. Non, Matt Dillon. Il y avait River Phoenix. C'est vrai. Il y avait Johnny Depp, il y avait Brad Pitt. Enfin, c'est vrai. J'ai regardé sur River Phoenix un petit peu. Il était après, en deuxième catégorie, je pense. Ouais. Même s'il était beau gosse. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. En fait, Matt Dillon, le problème, c'est que lui, il avait été montré au grand public avec The Outsider de Coppola. Et après coup, en fait, pendant peut-être une décennie, il a un peu passé inaperçu. Et c'est avec Drugstore Cowboy qu'il a un peu refait surface et qu'il est revenu un peu au rang de sex symbole. Donc bref, moi j'ai bien aimé le film parce que le film commence et t'as pas l'impression de voir des junkies. T'as plus l'impression de voir des gamins qui... surtout le côté, tu vois, de cambrioler des pharmacies, c'est assez drôle, quoi. Genre, c'est pas des adultes qui vont cambrioler des grandes banques, qui vont se piquer à la seringue et on va voir des grosses plaies partout comme Requiem for a Dream. Donc ça commence assez d'une manière légère. C'est très léger aussi dans le côté indépendant, donc c'est plutôt cool. Mais en fait, le film te tend un piège parce qu'au début, ça commence que ça et peu à peu, ça tombe dans un truc beaucoup plus deep où il y a, par exemple, un personnage qui va décéder, où on va tomber dans une sorte de réflexion sur soi-même, sur le doute, sur l'avenir, et c'est hyper beau parce que Gus Van Sant, en fait, Drugstore Cowboy, du coup, j'ai pas tant aimé que ça. Moi, je voulais parler de My Own Private Idaho, qui est vraiment un film que j'ai adoré, et seulement le film, il parlait pas vraiment de dépendance. Il avait plus un cadre avec des junkies de Portland, mais il parlait pas vraiment de dépendance. Mais du coup, voilà, on retrouve un peu des similitudes où on a des personnages qui sont juste paumés, en fait. Ils savent pas où aller. Puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tout se passe à Portland, qui est vraiment le lieu privilégié de Gus Van Sant. Et en fait, moi, ça m'a intéressé depuis quelques temps parce que j'ai un petit problème en ce moment avec un artiste de musique, Elliott Smith, qui est énormément lié à Gus Van Sant parce qu'il a fait la BO de Good Will Hunting. Et en fait, Elliott Smith, tout comme Gus Van Sant, sont rencontrés à Portland parce qu'ils ont tous les deux commencé leur carrière là-bas. Donc moi, c'est comme ça que j'ai été amené à voir ce film. Et puis voilà, c'est assez cool, mais c'est pas non plus marquant, quoi. Je trouve que c'est léger et que ça arrive à parler de ça sans tomber dans le trop trash comme avait pu faire Requiem for a Dream. C'est pas le Gus Van Sant qui va te ressortir le plus. Non, mais vraiment My Own Private Idaho, si je peux en parler très rapidement. Donc là, c'est River Phoenix. Tu suis ce mec-là, en fait, qui est totalement paumé, qui essaie de retrouver sa mère.
Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est un peu un road movie. Sauf que River Phoenix, des fois, il a des crises d'épilepsie. Parce qu'il a vraiment un passé très douloureux dont il n'arrive pas à se rappeler. Et donc, des fois, il subit des crises d'épilepsie qui l'emmènent dans d'autres pays, dans d'autres villes. C'est-à-dire que le mec tombe dans les pommes, crise d'épilepsie, titre, et on change de ville. Ok. Genre, il est transporté comme un sac un peu de bétail dans d'autres villes un peu au hasard. Et c'est hyper intéressant comme moyen de transport. Que le mec tombe en crise d'épilepsie, qu'il se réveille dans une autre ville des États-Unis, au point où il va même se réveiller en Italie. Enfin, non, vraiment, c'est du n'importe quoi, mais c'est incroyable. C'est ton rêve un peu. Oui. Non mais voilà, c'est un film qui est beaucoup... Je trouve que My Own Private Idaho, le Gus Van Sant, il prend plus de risques, il filme beaucoup plus Portland. Et j'ai trouvé que dans ce film-là, on voyait vraiment par contre les marginaux, les gens qui sont laissés à l'abandon. Dedans, il n'y a pas que River Phoenix, il y a aussi Keanu Reeves. Et Keanu Reeves, dedans, il joue un personnage c'est le fils du maire de Portland, qui tombe donc dans la drogue, mais qui à la toute fin du film se remet en question et suit en fait la vie que veut que son père veut lui inculquer en fait. Et il y a un peu ce truc-là qui était pas mal. Bah, du coup, il fallait parler de My Own Private in Idaho. Oui. Mais j'ai voulu quand même parler de Drugstore Cowboy parce que Matt Dillon. Moi, je pense que tu vas un jour faire un voyage à Portland. Hein. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Parce que tu nous parles d'Elliott Smith à chaque épisode. C'est vrai. C'est comme Julien avec Scorsese. Ouais, en ce moment. C'est pas moi qui l'ai dit là. Si. Là, tu viens de le redire. Mais toi, tu l'as dit avant. Oui, mais là, tu viens de Oui, non, mais ça serait compté. Non, ça sera compté qu'une seule fois, c'est bon. Hein. Non, mais en soi, voilà, Ce juste. sera Elliott Smith qui atteindra le plus de citations. Oui. J'avoue. Mais en soi, voilà. C'est pas un acteur ni quoi que ce soit. C'est un cinéma en tout cas de Gus Van Sant. Même en soi, le cinéma indépendant américain m'intéresse beaucoup et. Je vous recommande quand même Drugstore Cowboy, mais My Own Private Idaho est vraiment, vraiment cool. Ok. Donc finalement, pour conclure par rapport à ce tour de table de films sur l'addiction, je crois que Jérém, tu es le seul à considérer ton film comme étant peut-être supérieur à Requiem for a Dream. Ah oui, totalement. Voilà, parce que de manière générale, quand on parle de films sur la dépendance, la drogue, c'est vraiment Requiem qui sort. Ah oui, sur la drogue spécifiquement, Requiem. Oui, mais même en matière de descente aux enfers, trucs comme ça. Sur l'addiction, oui, pour moi, Requiem for a Dream, en termes de dégringolade et de chute à cause d'une addiction, à cause d'une dépendance ou d'une obsession, c'est le haut panier. Il est au moins dans le top 3. Quoi. Voilà, je pense même si Shame est très bon, ça arrive pas à... Il marche beaucoup parce qu'il est vraiment exercé. Enfin, tu vois, il est tellement excessif le film que bien sûr que ça te marque, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'on peut se dire, parler de dépendance, il faut obligatoirement un film qui marque au point comme Requiem for a Dream qui soit très, très dur en fait. Ah non, regarde, il a pris le pari, c'est pas... Et pourtant, le pari, je trouve que ça parle bien de la dépendance à la clope. C'est ça. Je pense qu'on peut trouver des films très légers qui parlent tout autant de dépendance. C'est pas... Je pense que Requiem for a Dream, c'est le parfait exemple parce que c'est le plus simple. En matière de série, la série Skin sur la drogue, ouais, voilà. ça passe très bien. Mais après, c'est plus marquant pour le spectateur, bien sûr, si tu vois une descente aux enfers et te dire « Oula, je pourrais pas finir comme ça ». Moi, en soi, quand je vois des gens qui tombent dedans, moi, je pense plutôt à une certaine errance. Et est-ce que Requiem for a Dream, ça te le montre ? Non. C'est pas faux. Tu vois ? Ça cut de partout, t'es toujours dans des gros plans de. Et les personnages ont un objectif très fixé dans leur esprit. Là où tu vois le cinéma indépendant, donc je reviens sur mon film, excusez-moi en fait, sur Drugstore Cowboy ou d'autres films de Gus Van Sant, ils préfèrent te montrer des trucs où tu sais pas trop où ça va en fait, tu vois. C'est peut-être plus intéressant. Peut-être. Sujet clos sur la dépendance. On va quand même faire un petit tour de rattrapage. Ça va être très rapide. J'impose 3 minutes par film. Ouais, ça va le faire. Parce que, alors, jeudi soir, il faisait beau. Et du coup, j'ai dit à Jérém, on va se balader, on a bu un peu, et moi, quand je bois, j'ai des idées de merde. Et ce soir-là, mon idée de merde, c'était on va voir Minecraft. Oui. On a vu Minecraft. Au bout de 3 minutes de film, j'ai décuvé, c'était une mauvaise idée, je voulais me barrer. Le temps des pubs, t'as eu, hein, c'était foutu. Voilà. Non, quoi dire, à part que c'est le pire film de l'année pour l'instant, mais enfin, y a pas grand chose d'autre à dire, y a rien qui va dans ce film. J'ai l'impression d'avoir vu une pub Clash of Clans pendant 1h30. Et le reste du film, et le reste du temps, j'avais l'impression d'avoir un téléfilm. Donc c'est. Moi, ça m'embête un peu parce que du coup, j'ai fait une story sur le fait que je suis allé voir Minecraft. Il y a jamais eu autant de monde qui m'ont dit tu vas faire une critique Minecraft, sauf que j'ai rien à dire. Genre factuellement, par rapport à tout ce que tous les autres ont dit, il y a rien à dire. C'est moche, c'est mal joué, c'est très embarrassant. En fait, ce film me met mal à l'aise. Genre, il m'embarrasse, C'était quoi le terme que j'avais utilisé ? Il m'angoisse. Ah oui, c'est ça. Il m'angoisse, tout m'angoisse. La tenue de Jason Momoa, le surjeu de Jack Black, la gueule de Frodo, il y a tout qui m'angoisse dans ce film. De Frodo ? Le gamin là, ils font une blague sur le fait qu'il ressemble à Frodo. Ah putain, oui. Genre le fait que les deux seules meufs du film n'existent pas, tout m'angoisse. Voilà, le petit zombie sur le poulet, moi j'ai pas compris, ça m'angoisse. Je connais pas le jeu, je connais pas les easter eggs, ça me met à côté, genre. Bah, ce que je trouve dommage, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai entendu beaucoup de critiques. Minecraft de base, c'est le jeu qui te parle de créativité. Tu
tu peux tout faire sur Minecraft. Et c'est le but de Minecraft. C'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à faire une adaptation filmique d'un truc comme Minecraft, parce que l'univers en lui-même du jeu vidéo suffit à lui-même. Tu peux pas faire mieux dans un film. Et c'est là où le bas blesse, parce que le film est absolument pas créatif, c'est cousu de fil blanc, tu sais où ça va aller, tu sais ce qui va se passer. C'est ça, c'est très restreint, il n'y a pas de liberté et t'arrives pas à ressentir ce truc. Non, et puis très vite, t'as envie que le film se termine. Et en fait, le but du film, là, une fois qu'ils sont dans le monde de Minecraft, c'est en mode il faut retrouver un artefact pour rentrer chez nous. Voilà, paye ton originalité. Oui, mais d'abord, j'ai faim. On peut aller au marché manger le la chicken. Chicken chauffé à la lave. Ferme ta gueule, putain. Après, il faut aller. T'as Jason Momoa qui est en mode ouais, mais moi j'ai envie d'aller acheter de l'or. On va dans les mines. Bah d'accord, on va aller chercher de l'or dans les mines. Une fois qu'on s'est fait, bon bah on peut aller chercher l'artefact de merde. Oui, d'accord. Bon bah maintenant on va le faire. En fait, ils te reprennent les trucs de base quand tu joues à Minecraft. T'arrives, tu coupes du bois, tu fais une table de trappe. C'est que des détours à la con. Non, c'est surtout que c'est ultra didactique, puisque vu qu'ils ont le personnage de Steve, Steve leur montre tout. C'est même pas eux qui découvrent. Tu vois, donc il y a rien de. Tu sais, c'est vraiment, on t'amène là, on t'amène là, on va te ramener à un autre point, et à la fin, il y a peut-être un climax. Enfin, vraiment, j'aime pas dire ça des films, mais ce film ne sert à rien. Dites-vous que ce film, il a eu 3-4 réalisateurs qui ont chacun abandonné. Il y a 5 scénaristes. Tu vois, et je pense que c'est le genre de film qui est fait pour les fans, mais des gamins en fait. Les gamins qui vont pas se poser de questions, qui vont être tout contents de voir les références faites. Après, j'ai envie de dire, les gamins, mais Minecraft, c'est un jeu qui parlait aux gens de 10-12 ans quand on était en 2012. Donc les gamins, ils ont notre âge maintenant qui aiment Minecraft. Non, même des gosses kiffent Minecraft. Hein. Le film veut s'adresser en plus à la génération 80s à travers les personnages de Jason Momoa. Surtout Jason Momoa, ouais. Et t'es là en mode, mais à qui tu veux parler ? Minecraft, justement, c'est l'un des seuls jeux qui marche encore aujourd'hui. Donc non, dites-vous que des gamins de 10 ans actuels kiffent Minecraft, genre, ça marche toujours autant. C'est possible, mais il n'empêche que là, on parle du film. Le film est inutile, n'apporte rien de bien, ne sert à rien, n'avait même pas lieu d'exister selon moi. Donc vraiment, c'est inutile et ça me fait chier qu'il fonctionne à ce point. Il fonctionne parce que tous les gens qui vont voir le film sont contents d'avoir toutes les rêves et des cons comme nous sont allés les voir en étant bourrés, en pensant que ça allait être un minimum rigolo. Alors que non, c'est pas drôle en plus. Il y a un moment, j'ai fait. Et donc, on avait dit 3 minutes max. Je crois que c'est passé. Ah, génial. Je crois. Je vais pas regarder. Tu as 3 minutes pour parler de Sinners. Alors, je pense que ça va durer moins de 3 minutes. Alors, nouveau film de Ryan Coogler, après Black Panther 1 et 2, et Creed notamment, qu'il avait fait encore avant. J'aime bien Ryan Coogler, moi, parce que Creed, je trouve que c'est une excellente suite à la saga Rocky. Black Panther 1, je trouve que c'est un des meilleurs films Marvel, et Black Panther 2, même si j'ai des réserves, ça passe. Donc Sinners, ça se vend comme une histoire de vampire, je vais pas vous le cacher, hein, même si pendant le film on te tease tout le truc en mode mais bon, tu comprends qu'en fait c'est des vampires. Et ça se passe durant les années 30 aux États-Unis, donc période Ku Klux Klan, etc. Enfin voilà. Et je pense que c'est un bon renouvellement du genre. Enfin, il réinvente pas le genre à lui tout seul, mais la façon dont il le montre et quand il place l'histoire, je trouve ça super intéressant. Et chose qui va beaucoup plaire à Owen et qui va peut-être te forcer à aller voir le film ou t'inciter à aller voir le film. Il y a du Pink Floyd ? Non, c'est que la musique joue un rôle prépondérant dans le film. Ah. Que ce soit la musique du film ou dans le film, les personnages qui jouent de la musique, c'est un rôle prépondérant. Mais il y a du Pink Floyd ? Non. Ah. Mais il y a de la guitare électrique. Ah, je suis là. Voilà. Et donc vraiment, ça réinvente rien du tout sur le vampire en lui-même, mais tout ce qu'il fait, je trouve ça intéressant. Il y a de la mise en scène. Alors, j'ai pas pu le voir dans ce format-là parce que c'est le film dans lequel le format a été pensé, c'est-à-dire c'est en IMAX, donc du coup, je sais plus trop le format, mais en tout cas, dans les cinés, si vous allez le voir en numérique, etc., il est diffusé en 2,76. Donc c'est un format qui n'a pas été utilisé depuis The Creator, je crois. Donc c'est vraiment, les panoramas ils sont énormes et il en profite. Il y a quasiment un seul décor de tout le film. Enfin, pendant une majorité du film, il n'y a qu'un seul décor. Il l'exploite au maximum. Les scènes d'action horreur fonctionnent super bien. Le film a réussi à me faire sursauter, à me mettre un peu en tension. Donc c'est qu'il fonctionne correctement. Et puis, Ryan Coogler, il s'amuse, quoi. Il y a un plan séquence. À un moment donné, waouh, c'est assez. J'étais en mode, c'est dingue ce que je vois. Et donc voilà, c'est très très bon. Voilà, c'est pas le meilleur film de l'année pour l'instant. Je pensais, hein, vraiment, vu les critiques dithyrambiques que j'entendais à droite à gauche, je me suis dit ça a le potentiel pour devenir mon film préféré de l'année. Ouais, mais... parce qu'on voyait quand même du 100% sur Rotten Tomatoes. Voilà, quoi. c'est ça. Mais pour moi, ça ne dépasse pas 5 septembre pour l'instant. Donc, moi, ça m'intrigue du coup parce que le mythe du vampire au cinéma, il y a tellement de films qui existent, il y a tellement de trucs à dire que là, de le mettre dans. Donc, tu as parlé de Ku Klux Klan. Donc oui, c'est hyper intéressant. Dans les années 30, état, je crois que c'est dans le Massachusetts, ça se passe, ou dans un état du sud, quoi. Voilà. Très Lovecraft.
que ça prenne ce chemin-là, je trouve ça intéressant parce que je connais pas beaucoup de films de vampires qui s'intéressent du coup à tout ce qui est le racisme et ce qui se passe aux États-Unis, qui a un vrai fond social, en tout cas sur ce côté-là, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment super intéressant. Du coup, oui, ça se passe pendant la Prohibition aussi. Donc Oui. il y a ça qui joue aussi. Non, ça a l'air hyper intéressant. Moi, ça me tente bien, tu vois, tu me tentes. Ça me rappelle un peu Salem de Stephen King dans l'idée. Voilà. J'ai pas lu. Oh, c'est bien. Du coup, bah voilà. Ah, t'as vu, j'ai tenu moins de 3 minutes, je crois. Franchement, GG. Et c'est l'heure du Joker. Non, moi j'ai aussi un rattrapage, tu m'as Ah, oublié. vas-y. Non, mais c'est pas grave, ouais, vas-y. Non, fais donc. Je t'en Ok. prie. Moi, j'ai vu le dernier documentaire de Guillaume Braque, Ce n'est qu'un au revoir. À savoir qu'il y a 2 mini-documentaires dedans. J'ai vu des gens au bout d'une heure partir de la salle pendant le générique, tout en mode les gars, en fait, il y a 30 minutes encore. Ce qu'a fait Guillaume Braque, c'est qu'il a filmé des classes de lycée. Donc le deuxième court-métrage, je crois que c'est des premières ou des secondes. Et le premier court-métrage, donc, qui fait 1 heure, donc Ce n'est qu'un au revoir, filme la fin du lycée de jeunes lycéens qui habitent dans la Drôme. C'est assez mignon, c'est très touchant. En fait, en voyant ce film, on se rappelle de ce que nous on a vécu à la fin du lycée. Je sais pas comment vous avez vécu la fin du lycée, mais c'était quelque chose d'assez déchirant parce que on part vers d'autres horizons. Enfin, Moi, je me souviens d'un camarade. On s'est dit au revoir. Je l'ai regardé intensément dans les yeux. Je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. ouais, voilà. tu Et- vois. Je l'ai plus jamais revu. Bah voilà, je suis toujours pas revu, mais je suis resté sur ce au revoir. Mais du coup, voilà, c'est un film, c'est un documentaire assez triste, en fait, assez émouvant. C'est que Guillaume Braque, il fait le portrait donc, de quelques lycéennes. Il prend que des filles. Ça veut pas dire qu'il filme pas les autres, hein, mais voilà, il prend des lycéennes en particulier. Il fait un petit portrait. Et en faisant plusieurs portraits, en fait, il dépeint toute la classe. Donc c'est hyper mignon. Donc le tout premier, Ce n'est qu'un au revoir, ça se passe dans la Drôme, donc comme je l'ai dit. Donc ce qui est hyper drôle, c'est que c'est tous voilà, des babos qui vont faire des manifs et qui fument, qui prennent des petites canettes de bière et qui vont écouter de la tech, etc. Donc c'est marrant, c'est pas du tout le cadre de vie dans lequel j'ai vécu, mais il y a un truc très universel, c'est ça reste des êtres humains qui vont maintenant, qui vont se lancer dans le grand monde et qui sont super tristes de se quitter, quoi. Donc c'est très émouvant, je sais pas quoi dire d'autre, c'est hyper touchant, moi ça m'a rappelé des souvenirs de la fin du lycée et je vous le conseille à fond. De toute façon, Guillaume Braque, je vous conseille tout de lui. J'avoue que je voulais le voir parce que tu me connais, dès que ça parle de lycéens, tout ça, Oui. et de comment ça peut se passer dans la psychologie des adolescents, moi ça m'intéresse de fou, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Oui, c'est vrai que ça parle de ça et donc moi je suis pas assez revenu sur donc l'autre documentaire qui s'appelle Un pincement au cœur qui dure 38 minutes et il y a quand même un parallèle, enfin c'est vraiment 2 films très différents, enfin ça parle du même sujet, mais en gros dans Ce n'est qu'un au revoir, c'est vraiment tout un internat, alors que dans Un pincement au cœur on parle de 2 gamines du nord de la France pour le coup. Et là, ça change totalement. Elles sont pas du tout habillées comme les autres lycéens. C'est plus dans notre style à nous, tu vois. C'est des jeans un peu déchirés. C'est pas les mêmes goûts musicaux. Tout est différent, mais c'est un peu le même principe. Hein. C'est 2 copines qui vont bientôt se quitter parce que c'est la fin du lycée, qui sont très dépendantes l'une de l'autre. Puis voilà, quoi. Est-ce que t'as vu Adolescente de Sébastien Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que ça reprend un peu le même truc, quoi. C'est 2 gamines qui partent. Ouais, quand tu m'as dit ça, je pensais Oui, exact. Ouais. Immédiatement à ça. Donc. Après, ce qui est cool, c'est que là, c'est un format court, donc Guillaume Braque, il va à l'essentiel, en fait. Hein, il se casse pas la tête, et même avec ça, t'arrives vraiment à avoir un film très impressionnant. Mais Guillaume Braque, regardez tout, hein, regardez L'île au trésor, qui est un docu qui parle de la base de Lozère de Cergy, et qui filme vraiment plein de gosses l'été qui savent pas quoi faire de leur journée, qui vont s'amuser là-bas. C'est incroyable, vraiment. Il y a À l'abordage. À l'abordage, qui est un film que je mets dans mon top 100 de mes films de la vie, quoi. T'as ça, toi? J'adore À l'abordage. Ouais, je suis en train d'essayer de faire un top 100. Waouh, J'en ai que 20. c'est déjà bien. Ah, faut faire des choix là. Tu l'avais vu où, du coup Ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Je suis allé au MK de Beaubourg, Oh. puisqu'en général, Beaubourg, ils gardent quand même les petits films comme Ouais. ça. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je crois que si tu regardes, en tout cas à Paris, je crois que Beaubourg continue peut-être de le prendre, peut-être des petits ciné indés, mais oui, c'est vrai que Guillaume Braque, ça reste pas trop longtemps. En général, il fait des coprods avec Arte, donc peut-être surveiller sur Arte. Mais voilà. Merci. Maintenant, c'est mon Joker. Non. Quoi, tu as toujours pas trouvé? Si, c'est bon. On va parler des noms au cinéma. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais des cris, genre tu sais, des cris qui te percent, moi, il y a un truc avec les noms au cinéma. Et c'est vrai que le nom, dans le cinéma, surtout le cinéma hollywoodien, genre il y en a une pelletée quand même. Il y en a forcément plein qui vous reviennent à l'esprit. Le premier qui me vient en l'esprit, c'est le César. Non. Bah voilà. Non. Voilà. Julien. Non, ça. Quoi? Attends, mais moi, là, il m'a aidé, Jérém, mais après, attends, non. Non mais il y en a plein, les gars. Non.
Après le nom, t'as le nom de Luke Skywalker, quoi. Voilà. Qui te revient à l'esprit. Je Le suis nom. ton père. j'en ai non. un. Le Nope de Daniel Kaluuya dans Voilà. Nope. Tu as le. Ah, nope. Tu as le. Nope. t'as Oh, le- Nope. T'as le nom de Frodo quand Gandalf y tombe. Ah oui, oui. Et donc voilà, en fait, ce que je voudrais avoir de vous, mais visiblement ça va être un peu compliqué, c'est d'avoir votre cri préféré et que vous essayez de le reproduire. Ah, Et bah, vraiment, Oh là que, là. que vous le décortiquez. En fait, quand je vais faire des jokers, je vais vous faire jouer, les gars. Je vais vous faire du Ok. doublage. Je vais m'amuser avec vos voix. Et donc voilà, je veux que vous me cherchiez votre nom préféré ou votre cri, que vous décortiquez, vous essayez un peu de le définir en tant que cri et en tant que nom, si c'est un cri ou si c'est un nom, et que voilà, on essaie de le refaire, on s'amuse. Owen, c'est notre prof, wesh. Voilà. Est-ce que tu nous permets quand même de regarder un peu sur Mais des... allez-y, les gars. Ouais, parce que- Moi, par exemple, j'adore le nom de Simba quand il voit son père tomber. Mais dans la VF. Non. Parce qu'en fait, Je sais pas. il y a en VO. Attends, non, c'est en VF ou en VO? Non, c'est en VO que je préfère. Parce qu'en VO, c'est vraiment un cri déchirant. C'est non. Et en VO, c'est non. Ça me fait rire parce que ça se voit, toi, tous les matins, tu prends une douche et t'imites des cris. Alors là, après, je l'entends pas, donc j'ai de la chance. C'est pas vrai du tout. Par contre, je fais des grimaces devant mon miroir. C'est très bien. C'est bien pour le plastique. Voilà, les muscles du visage. Ouais, j'ai un autre nom, moi, qui me vient aussi, c'est dans... Je l'ai pas vu, c'est Austin Powers. C'est le soldat dans Austin Powers qui est fixé au sol, et t'as Austin Powers qui est sur une pelleteuse, qui avance devant lui très lentement, et le soldat, il fait « Non !» Et il le Ouais. hurle 3 ou 4 fois en mode genre « Arrête-toi !» Et en fait, il se fait écraser. Et c'est très drôle. C'est vrai que je ne réfléchis pas au nom Et du coup, ça m'a fait penser aussi au film dans Requiem for a Dream. de Quentin Dupieux. Lequel? Mais les gars, c'est le principe même de réalité. Ah, réalité, bah oui. Oui, mais là, c'est pas un nom, c'est un cri. Oui, mais tout part de là, du cri, du nom. Je mélange les deux, les gars, je Ouais, m'amuse. ouais. Petit chemin un peu plus facile là. Ouais. Non, mais tu vois, le nom. On va penser à des films d'horreur à la limite, tu Ouais. vois. Est-ce qu'il y a des noms dans. Après, il y a le nom de Steve Carell dans The Office, mais. Ah bah voilà. Voilà. Alors, décortique-le-moi. Voilà. Je l'ai décortique-le. pas vu, donc c'est The Office, donc à part que ça fait No, please God, no. No, no, non, j'arrive pas. Moi, non plus. Non. Tu vois, c'est un no qui. Ça part de la gorge. Please, God. Ça vient Ah, je crois que j'en ai un. fracasser, Vas-y. Je sais plus, ça le dit, mais Pearl. Ouais. Pearl, il y a pas un délire fait. Non. Oh la vache. Oh la vache, heureusement qu'il y a une bonne compression là au niveau du micro parce que la saturation elle est pour folle, moi, là. pour moi, j'ai adoré Pearl. Et pour moi, à la fin, quand elle passe l'audition, non, elle est en mode. Ah, voilà, moi c'est ça que je veux entendre. Voilà. Pardon, désolé. Mais c'est J'arrête. génial, on s'amuse. C'est Oh, celui-là la qui vache. me vient, ouais, dans. Est-ce que vous avez vu... Alors toi, tu l'as vu, le Star Trek Premier Contact, du coup. Ah, le nom de Jean-Luc Picard. Ah no. oui. Non. Bah voilà. Mais sur tu sais, c'est un... Non, parce qu'il y a le mouvement aussi. On dirait qu'il parle comme ça. Non. Non. Voilà. Moi, je m'amuse, hein, les gars. Franchement, sachez que Non, le moi, jeu- je veux trouver d'autres mots là. ce Joker va pas être Ah, le long nom du de tout. Superman à la fin de Man of Steel. Voilà, mais même à la fin de Superman premier. Oui, non, mais Man of Steel il est plus marquant, je trouve. Je sais pas. C'est quoi déjà? Ah oui, quand il tue Il tue Kal-El. Non. Non, bah non, le méchant. Mince, là. j'ai oublié. Z Non. Bah oui, je crois que c'est ça, c'est Z, Le non méchant. Zod, voilà. Quand il tue quand il tue Zod. Non. Non, ça- Non, mais parce qu'il est un peu émotif, parce qu'il est en mode putain, j'ai tué le dernier. Enfin, j'ai tué un de. Bah, mon oncle, je crois, c'est son oncle. Ouais, Non, c'est pas son oncle, mais en gros, j'ai tué un kryptonien, quoi. ouais, voilà quoi, ça craint. Donc il a un peu d'émotion dans le nom, tu vois. Est-ce que vous avez d'autres no? Je vais en avoir, c'est sûr, je vais en avoir. C'est dans The Room. Oui. I didn't eat her, I didn't. Non, il fait pas I no. did not. I did mais- not. Mais c'est vrai que de toute façon, le no, le Ah si, plus- parce qu'il arrive, il fait no, this is bullshit. ouais, Si, il le fait, il me le, semble. le no le plus légendaire de l'histoire du cinéma, sinon c'est il vient de Dark Vador. Oui. Non, bah c'est Luke Skywalker plutôt qui le Bon, dit. de non. toute façon, il y a des noms dans tous les Star Wars. Je veux dire, c'est un des mojos de Star Wars d'avoir des noms. Réfléchis-y. Tu as des noms dans tous les épisodes. C'est vrai que tu vois, quand même, Cohen, t'as ce truc un peu dans l'écoute. Tu vois, t'écoutes beaucoup les films, tu te rappelles beaucoup des répliques. C'est vrai. T'as quand même un truc. Là où moi, tu vois, tu me dis un nom, mais genre. Ça te vient pas? C'est dur, enfin. Moi, les répliques, c'est pareil, c'est pas des choses qui me marquent généralement Ah ouais au cinéma. Tiens, Pourtant, regarde, il y a des putains de répliques, hein. il y a des noms qui sont devenus un même. Dans Dark 2, non, c'est Punisher, de John Bertal. Non, 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 non. Ah, si, Ah oui, c'est oui, vrai. oui, oui, Si, oui, si, oui, si, oui, oui. Regarde, oui, regarde, oui. regarde juste l'image.
Je vois très bien. Il fait, no, 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 no. Bon, zut alors, les gars, je pensais non, que. C'était quand même rigolo. C'est rigolo, Non, mais mais, je continue. Mais ouais, moi je veux mais on trouver. va en trouver d'autres. On n'a pas l'oreille. Vous avez pas l'oreille, mais est-ce que t'as la bouche? Bah, c'est mieux généralement. Sinon, je pourrais pas parler. Ouais, ce serait un petit peu con pour un podcast. Ouais. Mais ouais, que je suis en train de chercher encore un peu un no, mais. Si on va dans le registre des tortures porn et tout, tu vois, des victimes qui sont en mode non, s'il vous plaît, non. Bah, c'est juste des cris de. Non, est-ce qu'il y en a un, d'horreur et de- peut-être marquant? Bah, ça, je pourrais pas le faire, c'est horrible. Il faudrait aussi que je crie encore. Moi, je pense à Manchester by the Sea. Ouais. Peut-être Ah, oui, Carrie. oui, oui, oui. C'est Carrie Mulligan dedans, hein, ouais. Ouais. Qui voit sa maison en feu. C'est pas Carrie Mulligan, T'es pardon. sûr, ouais, parce que même moi, C'est j'ai pas vu le Michelle film. Williams. Michelle Williams, Eh, pardon, elles se ressemblent. Elles ont un air. Oui. Elles ont un air. Bah, pour moi, tu vois, oui, quand t'as la maison qui prend feu et que qu'elle est à l'extérieur, elle fait. Moi, il y a un autre nom qui me revient aussi. C'est celui de Al Pacino à la fin du Parrain 3. Ah, j'ai pas vu le Parrain 3. Parce que c'est de la merde. Quoi? Mais les gars, arrêtez, c'est vachement bien. Je l'ai vu. Ouais, enfin, ça vaut pas le premier et le 2, hein, c'est sûr. Mais... Bah, attends, t'es sorti du 3 en me disant que par rapport au 2, c'était un petit peu mieux. Le 2, Non. il nous avait un peu abattu et tout. Bah, non, le 2. Il est moi, très je bien le trouvais 2. Avec le montage entre Vito jeune et Bon, tout. en tout cas, le non à la fin du sur les escaliers là, moi je le trouve déchirant, suivi du cri qui est un des meilleurs cris du cinéma, je trouve. La planète des singes. Ouais, on l'a déjà dit. Bah, au C'était tout le tout début. premier. Ah, vous l'avez dit là? Bah, au tout début, Ouais. c'est le premier que j'ai évoqué. Non, la planète des singes. Non, l'original, à la toute fin. Quand on Ah, a le oui. twist. Le twist Ah, de fin avec la ouais, statue de la liberté, c'est pas un nom? Non, pas trop, mais T'as pas un- il y a un cri, c'est le principe de. T'as pas un nom dans Soleil Vert aussi à la fin? Non, mais c'est pas forcément le nom, les gars, c'est le cri. On veut des noms. C'est le râle contre l'adversité. damn you all. Voilà, non mais damn you are the hell. Tu vois, ça vient du cœur. Moi, c'est ça que j'adore. C'est Ça, on, c'est peut ce- on peut ressortir le fameux Reels des meilleures performances de l'histoire qui enchaînent toujours Hérédité avec. C'est Ah vrai. ouais, c'est putain, vrai, mais c'est oui. vrai. Ah ouais, hérédité, quoi. Moi, je suis un peu embêté en plus avec ce genre de vidéo là parce qu'à chaque fois, un des premiers trucs qui apparaît, c'est Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood. Ensuite, toujours généralement, t'as Tony Collette dans Hérédité. Ouais. Après, je sais plus ce qu'il met. mais T'as c'est tout. Casey Affleck dans Manchester by the Sea. Mais maintenant, faut mettre Demi Moore dans The Substance aussi. Ouais, de ouf, ça va venir. C'est obligé. Ça va venir. Mais ouais, genre. I abandon my son. Ah oui, tu parlais oui, de bah voilà, Will Blood c'est- juste avant la performance. Peut-être dans Prisoners aussi, avec Hugh Jackman, il y a pas un moment avec le miroir, là, avec le marteau. Alors, il dit pas non, mais c'est le Where are they? Ouais, voilà. Ah oui, il y a Batman aussi qui fait Where are they? Attends. Where are they? Where are they? Voilà. J'arrive pas. J'adore parce que vraiment, genre, les gens qui sont allés au bout de l'émission, ils vont Ça juste mode, nous entendre putain, nous marrer gros. sur des cris. Mais c'est génial, c'est Parce génial. que oui, il y a plein de trucs, sinon, oui. Vive la compression. Ah oui, maintenant, on peut s'amuser. Hein. Ah, Mais t'es- ça. Mais c'est marrant parce que quand je tape no, même, ça me met des chats. Tu vois, Oh, mec, no, c'est no, hyper no, dur no, comme. no. C'est ça. Bah, écoute, Non, mais effectivement, les plus grands noms qui apparaissent sur internet, de toute façon, c'est le nom de Dark Vador et le nom de The Office. Ah, le nom de César, il est pas si marquant que ça, parce que je trouve que. Ah, il est marquant quand même, Ah, le bah, nom de César. Moi, je l'ai déjà vu dans des reels et tout. Enfin, Surtout le Non. le build-up. Le build-up. Non. Et après, pouf, petit coup de Non. lampe torche sur la gueule, là. Ça, c'était vraiment bien. J'ai Ah, je kiffé. l'avais vu au cinéma à l'époque, les gars. C'était en 2011. Non, mais j'ai l'impression que j'ai cherché dans tous mes films. Là, c'est interminable. Je ne me rappelle pas d'un nom particulier, quoi. Et voilà. Et maintenant, créez votre propre nom, les gars. Oh, compliqué. Non, mais genre un nom qui ne ressemble à aucun autre. Non. C'est pas drôle. Non, mais là. Moi, du coup, là, on C'était pour était. la vanne. Depuis tout à l'heure, on est quand même dans des trucs assez tristes ou graves, tu vois, Ouais. genre colérique ou triste. Il faudrait Ouais. faire un nom, mais genre Un très peu joyeux. Un peu drôle. Non. 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 Mais c'est Ok. bon, j'ai trouvé le nom qui m'a le plus marqué. C'est Oui. le nom de Michael Caine dans Ma famille d'abord. Ah non, oui, c'est vrai. Ça, Voilà. ça, c'est un nom très drôle. Qui n'est pas un cri, mais. Faut faire faut faire des noms un peu plus drôles quand même. parce que- Ouais. Il faut que ce soit moins dramatique. Voilà, on est et trop plus- dans le drame, donc. Non. Non. Ah Mario. Nope. Ah ouais, c'est Non. vrai. Mais ça, c'est dans le film d'animation dégueulasse là. C'est dans le. Non, c'est même pas. C'est dans le jeu vidéo Mario Hotel sur la sur la Philips CDI. Non. 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 Squalala, nous sommes partis, pardon. Voilà. Bah, Oh, Voldemort. La coupe de feu. Ah Harry oui. Potter, il se il fait non. Ou non, c'est quand il veut détruire Poudlard là, il fait non. Ah C'est oui, vrai que voilà, ça, voilà. c'est encore fou. Non, il fait plus ça. C'est vrai qu'il a une voix un petit peu comme ça quand il crie Voldemort. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est toi qui as l'oreille. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ou Oui. Ouais, pense. je vais continuer. Oui. vraiment. Oh.
Désolé, Owen. C'est juste qu'on a plus d'idées. Non, mais c'était drôle, ça a tenu un peu plus de 10 minutes. Hein. Ah oui, quand même. Bah merci les gars. Maintenant, il faut que je file le joker à quelqu'un. Ah. Qui de vous deux? Là, tiens, Jérém. Ah, merci. Bah, en fait, ça fait très longtemps l'un comme l'autre. Bah oui, c'est ça. Au point que, tu sais, déjà, celui de Julien, il a pris 3 repoussé. Il a pris 3 épisodes à sortir. C'est ça. Donc voilà, fais pas comme moi. Hein. Trouve pas un joker à la dernière minute Ah, là, ça va, j'ai les vacances pour réfléchir. qui nous fait faire des conneries. Non, mais c'est drôle au moins. Mais moi, je tiens à ce que mes jokers soient des jokers ludiques. American History X. Le nom du oui. gars, du petit frère qui voit son grand frère tabasser le mec sur le trottoir. Mais c'est vrai qu'il dit oui, on entend moins au cinéma. Genre, t'entends pas quelqu'un faire oui. Voilà. Peut-être dans Minecraft. Non. On s'arrête là-dessus, les gars. Oui, on s'arrête. Bon bah merci beaucoup les gars pour cet épisode. Je rappelle que l'émission est disponible sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, même sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Spotify, apparemment ça aide. Et on vous fait des grosses bises et on se retrouve dans 2 semaines. Salut. Bisous. No!